Bonsoir à tous, nouvelle édition sur Africa Today, les titres du journal. La polémique autour du projet de loi sur le code électoral est loin d'être résolue. Plusieurs leaders politiques pointent un doigt accusateur sur le régime en place et l'UFDG ne compte pas rester bras croisés face à cette situation. Nouvelle année, nouveaux défis pour le respect des droits civiques du citoyen guinéen. Le Front National pour la défense des droits du citoyen a échangé ce lundi avec la presse sur son bilan et ses perspectives pour 2017. Hissène Habré, de retour devant ses juges, le procès en appel du président déchu du Tchad a commencé à Dakar en première instance. Il avait été coupé de la prison à vie pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité notamment. C'est tout pour les titres. Le blocus autour du vote du projet de loi sur le code électoral continue de créer des frustrations au niveau de la classe politique guinéenne. Ce week-end, lors de son assemblée générale hebdomadaire, le président de l'UFDG a fustigé le comportement du régime en place. Selou Dalein Diallo parle du non-respect du point 2 de l'accord politique du 12 octobre dernier. Face à cette situation, le chef de file de l'opposition républicaine compte se faire entendre. Les détails avec Omar Sow. De report en report, la Guinée peine toujours à organiser des élections locales. Une situation que déplore le président de l'UFDG. Selou Dalein Diallo dénonce la violation du point 2 de l'accord du 12 octobre dernier qui prévoit la tenue de ces élections en février prochain. On fait le dialogue d'octobre. Il s'engage à organiser les élections locales en février 2017. Rien n'est fait. Est-ce qu'ils peuvent nous dire qu'ils veulent la paix? Mais l'homme, d'abord, indépendamment de l'aspect politique et de la violation des droits des autres, le respect de la parole donnée est sacré. Ceux qui dirigent le pays ne peuvent pas mentir effrontément et refuser de respecter leur engagement. C'est honteux pour la République. Pour le numéro 1 de l'UFDG, c'est facile de dire qu'on veut la paix. Mais le non-respect des engagements est une preuve éloquente de la violation flagrante des droits des citoyens. La paix, c'est aussi celle du cœur. Nous souffrons de l'injustice, de la misère, de la violation récurrente de nos droits, du refus obstiné de respecter les calendriers électoraux. Ils disent qu'ils parlent de paix. Et lorsqu'on bouge pour exercer notre droit à manifester, ils se disent non, ils sont contre la paix. Le dialogue interguinéen avait certes permis de décrisper l'atmosphère politique. Selon Selou Dalein, face à ce refus du pouvoir en place d'organiser les élections, l'opposition entend renouer avec sa série de manifestations afin de restaurer les droits des populations. Pour rester mobilisés et prêts, l'opposition lancera, on ne fera pas de guerre, on exercera juste nos droits octroyés par la Constitution de la République, organiser des manifestations pacifiques. Nous n'agresserons aucun messager, aucun riverain de la route. Nous marcherons dans la rue conformément aux dispositions des lois de la République. En attendant, les regards restent braqués sur le vote du projet de loi sur le code électoral soumis à l'Assemblée nationale pour amendement. Pendant ce temps, la majorité présidentielle RPG Arc-en-Ciel à l'Assemblée nationale retire son projet d'amendement du code électoral. La décision fait suite à une incompréhension avec les députés libéraux-démocrates sur la question. En retirant ce projet d'amendement, la majorité à l'Assemblée entend préserver la quiétude sociale qui règne dans le pays. Amadou Damaro Camara en est le président. Il est au micro de Salou Yombuno. Le premier point d'achoppement, arrivé à ces quartiers, nos collègues de l'opposition ne voulaient même pas qu'on accepte les propositions venues d'ailleurs. Deuxièmement, on ne pouvait pas passer à autre chose tant qu'on ne valide pas ce qui a été dit. Notre autre proposition, c'était quoi? Premièrement, les listes indépendantes. Nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'on peut faire dans notre cas? Nous avons proposé, contrairement à ce qu'on dit que la mouvance a voulu éliminer les listes indépendantes. C'est pas vrai. Nous avons dit, encadrons-les. Une liste indépendante qui ne se forme qu'à la veille
de l'élection, qui généralement s'est composé d'amis, pour l'essentiel, dont on ne connaît aucune moralité, même si la Constitution interdit des regroupements basés sur un type ou certains types d'intérêts. Nous avons dit la liste doit avoir au moins le parrainage d'1% du corps électoral de la localité où la liste est candidate. Si on ne peut pas être parrainé par 1% dans une localité, vous n'avez aucune chance d'être élu là-bas. L'objectif n'était pas une manière de saboter les accords qui ont connu déjà un début d'application, qui est même dans l'application très avancée. Nous nous sommes dit, si vraiment c'est à cause de ce mode électoral qu'on veut crier à la trahison, on a été roulé dans la farine, etc., etc., le groupe parlementaire par ma voix retire sa proposition de mixage du mode de scrutin et nous gardons dans le code électoral la proportionnelle intégrale. Comme ça, on n'a pas à nous dire « Ah, vous avez peur ». Nous savons que quand le président Alpha Condé a été élu en 2010, il n'avait aucun quartier. Il n'avait nommé aucun chef de quartier. Le Front national pour la défense des droits du citoyen entame un nouvel élan dans sa lutte pour le respect des droits civiques en Guinée. Ce lundi, il était de nouveau devant la presse à Koleya. Objectif, échanger sur son bilan à mi-parcours et définir les perspectives pour l'atteinte de son objectif. Diaw Bachir signe ce compte rendu. Les échanges ont surtout permis aux membres du Front national pour la défense des droits du citoyen d'expliquer selon eux à l'opinion publique la justesse de leur combat, celui de permettre librement aux Guinéens d'élire leurs responsables à la base, ceci en mettant un accent particulier sur l'accord du 12 octobre 2016, notamment en son point 2. Dans sa déclaration, le Front DDC se félicite d'ailleurs de la non-adoption du projet d'amendement du code électoral. National pour la défense des droits des citoyens se félicite de la non-adoption du projet d'amendement du Code électoral par l'Assemblée nationale. Attribue ce résultat au peuple de Guinée qui a démontré que c'est lui qui détient le pouvoir et nulle autre personne. Pour Dr Faya Milimono, le combat ne fait que commencer. Le Front national pour la défense des droits des citoyens reste déterminé auprès des députés qui leur soutiennent à chaque fois que le droit des citoyens est confisqué. C'est que nous qui sommes devant vous, nous ne nous sentons pas vainqueurs. Et c'est pour cette raison que nous en appelons, n'est-ce pas, à la vigilance et à la mobilisation. Quel que soit le jour qu'on voudra enlever les droits et les libertés aux Guinéens, nous serons là. Et nous pouvons vous promettre d'une chose. Nous travaillerons avec les députés qui sont conscients des sacrifices consentis par le peuple de Guinée pour acquérir dans les douleurs les droits et les libertés dont il est question. Pour une synergie d'action contre ce projet de loi issu de l'accord politique du 12 octobre dernier, des négociations seraient en cours en vue de rapprocher les positions avec la principale partie d'opposition, nous a confié un des membres du Front. La convergence des jeunes leaders pour la paix et la démocratie plaide pour la tenue des élections communales dans le premier trimestre de l'année 2017 en Guinée. Les membres de ce réseau l'ont fait savoir lors d'une conférence de presse tenue ce lundi à Conakry. Selon les responsables de cette structure, ce sont ces élections communales qui peuvent permettre aux citoyens de participer à la gouvernance locale. Salom Kondé. Pendant que le report des élections communales s'est fait sentir dans la cité, la société civile, elle, se bat pour la tenue des élections locales au premier trimestre de 2017. D'ailleurs, la COSELPED a donné le ton ce lundi. Les membres de ce réseau demandent aux citoyens de ne plus reconnaître la légitimité des délégations spéciales au-delà du 30e mars 2017. Comment la Guinée peut s'offrir le luxe de continuer perpétuellement dans un report d'élections locales?
Pour quelle raison si ce n'est pas parce que nos honorables vivent dans le luxe? Parce que nos ministres vivent dans le luxe. Ils s'en foutent de nous. Alors ce n'est pas une question de parti politique. Ce n'est pas une question de mouvement, ce n'est pas une question d'opposition, ce n'est même pas une question qu'il faut des citoyens, c'est une question de Guinée, c'est une question de survie pour nous. Cet appel intervient dans un contexte politique difficile, mais pour le coordinateur de la convergence des jeunes leaders pour la paix et la démocratie, ces élections sont d'une importance capitale pour les citoyens à la base. Et bien sûr ces élections de proximité, ces élections locales, qui va permettre à ceux-ci de se présenter pour la gestion de leur collectivité, qui va permettre à ceux-ci de permettre à ce que les recettes qui sont mobilisées puissent servir non seulement leur épanouissement, mais aussi l'épanouissement de leur communauté à la base. Mais on leur refuse cela, parce que simplement, ceux qui sont là, qui sont les honorables, ou qui sont au niveau des postes ministériels, s'enrichissent de ça. Pour permettre la tenue des élections communales dans le délai prévu, la COJELPED compte mener des sensibilisations auprès des citoyens, à défaut les manifestations de rue. Les locales de la Jeune Chambre internationale de Guinée, Conakry Renaissance et Université Conakry Trésor ont tenu leur assemblée générale introductive ce week-end au Jardin 2 octobre. Cette rencontre a permis de faire la passation de charges entre les bureaux entrants et sortants, mais aussi de valider le bilan d'action pour ce mandat 2017. Le point avec Alcénie Diallo. C'est une assemblée générale introductive qui a réuni tous les membres des deux locales avec les représentants du Bureau national de la Jeune Chambre internationale de Guinée. En remettant la chaîne présidentielle et les documents administratifs aux nouveaux responsables pour cette mandature de 2017, les présidents sortants des locales Conakry Renaissance et Université Conakry Trésor ont remercié leurs collègues avant d'ajouter. Être président n'est pas une tâche facile, je vous le dis. Mais la vie est faite de difficultés et de pièges. C'est à nous, êtres humains, de savoir les surmonter. Certes, les défis étaient énormes, mais grâce à l'engagement de tous les membres, nous avons pu relever les défis pour le bien-être de notre communauté et surtout pour nos membres en termes d'opportunités et de renforcement de capacités. Certes, le trajet a été long, avec peu de résultats, je dirais. Mais je dirais tout simplement que les membres se sont donnés corps et âme pour la réussite de l'objectif de 2016. Certes, nombreux sont des projets qui ont été réalisés durant 2016 par ces locales, mais beaucoup reste à faire, a ajouté Arba Babari, le président sortant de Conakry Renaissance. Pour cette passation de témoins donc, les présidents entrants ne manquent pas d'ambition. Permettez-moi de vous dire que je suis engagé. Je me battrai par tous les moyens pour ne pas trahir cette confiance que vous avez portée en moi. Car on n'est pas chef pour être aimé, mais pour être utile. Nous réaliserons beaucoup de projets communautaires, dont le projet Don de sang, une bourse pour un élève, et le projet Halte à l'immigration clandestine. Les ambitions pour cette année sont entre autres la formation de mes membres, avant tout, également obtenir des formateurs au sein de ma locale et organiser aussi mes projets phares, donc entre autres le projet Un livre pour une bibliothèque qui consiste à équiper une bibliothèque, et cette année nous avons choisi la bibliothèque du SOS à Anta. En deuxième position, réaliser aussi le projet groupement de femmes, parce que nous ne sommes pas sans savoir que nos mamans sont toujours là. La Jeune Chambre internationale de Guinée regroupe des jeunes âgés de 18 à 40 ans. Et son président national a mis l'occasion à profit lors de cette rencontre pour inviter les membres à l'unité. Nous invitons toutes ces organisations locales à s'unir, comme le dit notre slogan, à se donner la main, à travailler dans la cohésion. La meilleure manière de réussir ce mandat, comme nous l'avons entamé, c'est continuer sur cette lancée. Nous sommes prêts à accompagner cette organisation. Du 23 au 25 janvier prochain, la présidente de la Jeune Chambre internationale effectuera une visite de travail en Guinée.
Antonio Soare, nouveau président de la FEGIFOOT. En tout cas, c'est le souhait de plusieurs acteurs de la famille du Curon. Avant même que l'intéressé ne se prononce officiellement sur sa candidature ou non, un grand carnaval a été organisé ce lundi pour lui afin d'accepter de briguer la tête de la Fédération guinéenne de football. Bamamadou Alpha. Du stade du 28 septembre jusqu'au centre-ville de Kaloum, en passant par Donka et le pont 8 novembre, ce trajet a vibré sur les pas des admirateurs d'Antonio Soare. Une manière pour eux de lui exprimer leur soutien pour briguer la présidence de la Fédération guinéenne de football. Selon le statut qu'il a aujourd'hui, selon sa vision, sa connaissance du football, son adhésion totale pour le football, son financement pour le football, nous avons estimé que c'est lui qui peut aujourd'hui sortir le football dans ce marasme que tout le monde connaît. Et on a trouvé utile d'organiser cette manifestation pour le faire fléchir d'accepter notre candidature à la Fédération guinéenne de football. Les responsables des ligues professionnelles, des clubs et de toute la famille sportive et même culturelle ne sont pas restés en marge de ce carnaval. En ce qui nous concerne, nous les promoteurs de Kaloum, nous nous mobilisons aujourd'hui, nous nous mobiliserons demain, nous nous mobiliserons à un moment donné jusqu'à ce que le football guinéen soit au credo. La structure commune ne peut pas rester en marge. Il faut que nous venions assister à cette grande manifestation, à ce grand soutien, une autre manière de soutenir le président Papa Antonio Soare pour ce qu'il avait fait, et pour ce qu'il fait, et pour ce qu'il fera pour la jeunesse guinéenne. Vu son expertise et son implication pour le rayonnement du football guinéen, l'état-major d'Antonio Soare pense d'ailleurs que l'homme reste la solution, d'où cette invite. Tout ce qu'il fait par rapport au football guinéen, nous le voulons cette fois-ci pour qu'il vienne gouverner notre football, c'est-à-dire venir à la tête de la Fédération guinéenne de football. C'est un souhait de tout le mouvement sportif et aussi des membres statutaires du football guinéen. Nous voulons qu'il accepte et qu'il soit président, et il va l'accepter parce que toute la jeunesse guinéenne est derrière lui. Et moi aussi, toute la jeunesse de Kaloum est dernièrement pour le soutenir aussi. Il faut dire qu'en attendant que le concerné n'officialise ou pas sa candidature, le congrès électif aura lieu dans 2 mois. Retour à la case tribunal pour Hissène Habré, ouverture aujourd'hui du procès en appel du président tchadien déchu. En mai dernier, en première instance, Hissène Habré avait été condamné à la prison à perpétuité. Celui qui avait dirigé le Tchad d'une main de fer avait alors été jugé coupable de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de torture et viol. Suivez. Les avocats, les journalistes, mais pas de foule aujourd'hui au tribunal spécial africain de Dakar pour l'ouverture du procès en appel d'Hissène Habré. L'ancien président tchadien a cette fois été dispensé d'audience. Lui qui, pendant le premier procès, a dû être emmené dans le tribunal Manu Militari. Il n'avait pas dit un seul mot, refusant de reconnaître la légitimité de la Cour et d'être défendu par ses propres avocats. Ces conseils commis d'office réclament aujourd'hui l'annulation du jugement. Selon eux, il y a des vices sur le fond comme sur la forme. Dans ce dossier, il n'y a pas de preuve. La preuve de la culpabilité de l'accusé n'a jamais été rapportée. Nous avons d'autres moyens, tournant autour des erreurs de fait et des erreurs de droit, des violations des droits de la défense. Et nous pensons que sur la base de tous ces moyens, alors la Cour pourra arriver à l'infirmation du jugement. Même s'il y a un petit problème ici et là, ça ne peut pas changer l'issue du procès. Même si on doit déqualifier le témoignage d'un témoin, c'est pas ça qui change la donne. La procédure se doit d'être exemplaire. C'est la première fois qu'un dirigeant africain est jugé sur le continent. Entre 82 et 90, celui qu'on a surnommé le Pinochet de l'Afrique a enfermé et tué ses opposants. Près de 40 000 personnes seraient mortes sous la répression. En mai dernier, Hissène Habré était condamné à la prison à perpétuité pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, torture et viol. La récusation d'un juge et le report demandé ce matin ont été rejetés. Quoi qu'il arrive, ce procès en appel sera le dernier. Plus aucun recours ne sera possible ensuite. La décision finale est attendue le 30 avril au plus tard.
L'émotion en Iran après la disparition d'Akbar Hashmir Rafsanjani, son nom est étroitement associé à l'histoire de la révolution islamique, un fait majeur dans un pays où il a été le président de 1989 à 1997. Un deuil national de 3 jours a été décrété, c'est dire l'importance de cet homme qui a été terrassé par une crise cardiaque. Il avait 82 ans. Regardez. S'il n'avait plus autant d'influence que ces dernières décennies, la parole de Akbar Hashemi Rafsanjani avait encore du poids en Iran. À 82 ans, l'ancien président iranien de 1989 à 1997 était l'un des acteurs fondateurs de la République islamique d'Iran, un conservateur pragmatique chargé de la reconstruction du pays après la guerre Iran-Irak en 1988. Nous avons perdu l'un des grands piliers de la révolution, un ami de l'imam Khomeini, un ami du guide. Un compagnon de lutte, a réagi le guide suprême en évoquant la mort de Hashemi Rafsanjani. Dans un communiqué, Ali Khamenei rappelle que leur collaboration remonte à plus de 59 ans. On les voit ici aux côtés de l'ayatollah Khomeini dans les années 80. Rafsanjani, le conservateur pragmatique, qui se serait bien vu guide suprême, mais au contraire d'Ali Khamenei, l'ancien président iranien, tout en étant dignitaire religieux, n'avait pas le titre d'ayatollah. Homme d'affaires avisé, ces dernières années, il plaidait pour plus de réformes sur les plans culturels et social. Il s'inquiétait de la vie des gens pendant toutes ces années que nous avons passées avec lui. Il pensait toujours au peuple. Un deuil national de 3 jours a été décrété en Iran à compter de ce lundi. Les obsèques de Akbar Hashemi Rafsanjani auront lieu mardi à Téhéran. Un scénario des experts pour un coup de filet très médiatique, un prélèvement ADN, 3 mois d'enquête et voilà le braquage kardashian résolu en apparence en tout cas. Souvenez-vous, début octobre dernier, la star américaine s'était fait voler pour 9 millions d'euros de bijoux après avoir été ligotée, bâillonnée par des hommes armés en plein cœur de Paris. L'enquête a débouché sur plus d'une quinzaine d'interpellations. Suivez. Des braqueurs aux receleurs. Les policiers de la BRB ont mis ce matin la main sur tout un réseau. 16 personnes interpellées, déférées au 36 quai des Orfèvres pour être interrogées. Parmi elles, les auteurs présumés du spectaculaire braquage de Kim Kardashian au butin estimé à 9 millions d'euros. Coup de filet au petit matin, simultanément à Vincennes, à Paris, dans cette bijouterie du 3e arrondissement, et au Raincy, en Seine-Saint-Denis, où un homme a été interpellé dans cet immeuble. Un autre, âgé de 72 ans, est lui arrêté dans cette maison de Place Cassier, près de Grasse. En tout, plusieurs figures du grand banditisme avec des ramifications jusqu'en Belgique, dans la ville d'Anvers, connue pour ses diamantaires. 3 mois pour mettre la main sur les auteurs d'un des plus importants braquages de ces 20 dernières années. Le 3 octobre dernier, Kim Kardashian, de passage à Paris, est ligotée, bâillonnée et enfermée dans la salle de bain de cette résidence hôtelière de luxe. Au moins 5 hommes déguisés en policiers repartent à pied et à vélo avec 5 millions d'euros de bijoux. Et surtout, ce diamant, la bague de fiançailles de Kim Kardashian, valeur 4 millions d'euros. Silencieuse pendant des mois, la star de télé-réalité est apparue ce week-end dans une vidéo où elle se confie sur cette nuit de cauchemar. Ils allaient me tirer dans le dos, aucun moyen de m'en sortir. Lors des perquisitions, des armes, de l'argent liquide ont été retrouvés, mais pour l'instant, aucune trace des bijoux dérobés. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme. Au revoir.